Coucou Anne, Coucou Doris, comment tu vas? ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est là, hein. Vendredi, C'est ça, fin de semaine, 2e jour de règles, qui dit mieux? moi ça va pas tarder, je pense que ça se voit un petit peu à ma peau. C'est si Mais dur d'être une meuf. c'est super dur. La carrière, Ouais. les règles, Ouais. c'est enfin, il y a tellement d'autres sujets, mon Dieu. Et il y a des discriminations qui sont propres aux meufs. On aura l'occasion d'en parler probablement aujourd'hui d'ailleurs. Moi, c'est un immense plaisir en tout cas de te recevoir. Je vais te présenter. Donc, tu as créé le compte Insta Balance ton agency en 2020, où comme son nom l'indique, tu balances les agences, plutôt du secteur de la pub et de la com, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, C'est exactement. plutôt ça. Ouais. Donc, les agences qui ont toutes sortes de comportements problématiques envers les travailleurs, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, hein. Exactement, les deux, ouais. C'est ça. Donc, tu recueilles les témoignages des gens et tu balances le nom des entreprises dans un post Insta. Ça se fait pas sans représailles, ça. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qui t'a donné envie de défendre les opprimés du monde du travail, ou en tout cas de leur donner une tribune? En fait, ce qui m'a donné envie de défendre ces gens-là, c'est que j'ai fait partie de ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça faisait déjà, à cette époque-là, 10 ans que je travaillais dans la pub et dans la com. Et j'avais été témoin, surtout témoin avant d'être victime, mais surtout témoin, en fait, de harcèlement moral sexuel, mais sans pouvoir le nommer. Parce qu'on est dans les années 2012-2013, on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est, on se dit juste « Ah, là, c'est pas normal, j'ai senti que j'étais pas hyper à l'aise avec la situation », mais impossible de mettre un nom dessus. De dire « Tiens, ça c'est du sexisme, ça c'est du harcèlement, machin ». Et mais juste des situations de malaise. Et en fait, je suis restée longtemps dans une grosse boîte, donc pendant 6 ans. Et c'est vrai que là, il y avait, juste on travaillait très très tard. Juste, je vais pas minimiser les charrettes, hein, ce qu'on appelle les charrettes, c'est travailler tard. Donc je finissais souvent après minuit, 3 heures du matin et tout ça. C'est Ouais, ouf. en étant super mal payé, ouais, au lance-pierre et tout, mais c'était la passion du métier. Mais Non, réellement? Non. ah ben moi j'étais payée, moi et ceux qui étaient là, qui étaient arrivés à peu près en même temps que moi, ouais, on était payés 1 500 € net pour travailler jour et nuit, week-end compris. C'est pas la passion qui te fait faire ça, c'est quoi? Bah à ce moment-là, si, parce qu'en fait c'était une grosse boîte et sur le CV c'était cool. Et en fait, les collègues, je les aimais bien. La boîte, je l'aimais bien, vraiment en plus. Et ouais, il y avait ce côté où c'était, en fait, ça restait cool de travailler là-bas, même si on travaillait tard, beaucoup, et qu'on était mal payé. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue d'avoir un moment pensé ça. De Parce que ça a quand même duré assez longtemps. J'ai pensé ça pendant 3-4 ans. Parce qu'au moment où je me suis dit, c'est quand même chiant de pas mettre de la sauce dans ses battes. On va demander une augmentation. Et là, quand tu vois que tu galères à avoir une augmentation, que le mec qui a le même taf que toi, au même niveau que toi, gagne plus que toi, là tu te dis putain, mais en plus il y a des inégalités de dingue. Ouais. À quoi c'est dû? Voilà. Parce que si je remets vraiment dans le contexte, aujourd'hui ça paraît assez clair. En fait, si je remets dans le contexte, à ce moment-là, on parle pas trop d'inégalités salariales, on parle pas de tout ça. Donc juste tu dis c'est pas hyper normal, mais t'arrives pas à trop savoir pourquoi. C'est très bizarre de se dire que c'était il y a pas si longtemps, hein. Et c'est quoi, en fait, toi, du coup, qui t'a donné envie de donner cette tribune-là aux personnes opprimées du monde du travail? Est-ce que peut-être dans tes tafs, t'avais déjà ce rôle un petit peu de revendicatrice, un peu syndicaliste, porte-voix? Ouais, c'est vrai. Parce qu'au début, j'allais dire non, mais si, parce que dans cette boîte, au départ, pas trop. Et en fait, je me souviens qu'à un moment, ils nous avaient fait bosser le week-end grave en disant vous allez avoir des jours de récup et tout, lundi, mardi. Et puis en fait, quand on est arrivé au début de la semaine, ils nous ont dit ouais, en fait non. Ils avaient vraiment changé d'avis. Non, finalement, le samedi que vous avez bossé, on va pas le mettre en récup et tout. Et là, c'est là où je me suis dit mais c'est tellement pas juste. Genre, en plus, on a fait le taf de d'autres personnes. Parce qu'à ce moment-là, bref, c'était d'autres personnes qui devaient faire ce taf-là et nous on a repris. Et donc là, je me disais, mais c'est super injuste. On est plusieurs à être dans ce cas-là. Et moi, je montais au fond et j'étais là, allez, tous ensemble, on y va. Et en fait, tu vois que tout le monde est un peu chaud. Puis après, plus tu avances vers le truc, on va y aller, on va parler aux personnes concernées et qui sont des N+1, des N+2 et tout. Plus tu vois que les gens commencent un peu à se dire, en fait, j'ai un peu peur pour plein de choses, hein, pour mon taf, ma carrière et tout. Donc, je vais peut-être pas le faire. Et en gros, ouais, voilà, c'est là que tu te dis bon bah finalement c'est vraiment prendre des risques de le faire et de le dire. Et en fait, moi j'ai bataillé avec 2 autres personnes, on était 10 et on a réussi à avoir ces jours de récup. Et c'est là où je me suis dit bah ouais, tant qu'on se en fait, quand on se laisse pas faire, on peut quand même faire bouger quelques lignes, mais à quel prix? Bah, en fait, au prix là déjà à ce moment-là d'être mis au placard, d'avoir moins de sujets cool par rapport à la semaine d'avant. Enfin en fait, tu vois que tu le payes quand tu ouvres ta gueule. Ah, mais c'est de ouf. En fait, tu déranges. Tu déranges parce que tu vas bousculer un système qui convenait très bien aux gens qui sont en place, souvent un petit peu mafieux, où tout le monde se protège. Ouais. Et du coup, bah, t'es l'élément qui soulève quelque chose où ça les arrange absolument pas, en fait, hein.
Ah non, pas du tout. Pas du tout et c'est vrai que là, j'avais une de mes premières réactions parce que j'avais du coup été dans le bureau de la RH de l'époque, ça a été d'enregistrer la conversation. Je savais pas si c'était légal, pas légal et tout, mais première réaction, c'est de me dire: «Attends, je suis seule dans le bureau avec elle, peut-être qu'elle va me dire des dingueries. Il faut que j'ai ça». Tu te protèges. Ouais, quelque part, pour prouver que, même en sortant, que moi je défende pas trop le truc, que je sache un peu ce qui s'est passé, et que, ouais, à un moment, peut-être que je puisse me retourner, quoi. Bien sûr, Ouais bien sûr. et donc c'est ça, en gros, donc ça, c'était les premiers trucs un peu de syndiqués, alors que je l'étais pas du tout, mais que j'ai fait dans cette boîte-là et puis, en fait, non, après, j'ai vu des trucs de fou. Quand je suis partie de cette boîte-là, c'était une grosse boîte, donc enfin, c'est plus difficile de voir des dérives, de patrons un peu zinzin, voilà. Mais parce que, voilà, c'était une grosse boîte sur la place. Mais après, je suis allée dans une boîte digitale, une plus petite boîte digitale, où là, le patron était fan de pornographie. Ouais, 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 Ah! en gros, il forçait les stagiaires à regarder des films porno sur, les vidéoprojecteurs. Ouais, ouais, ouais et là, tu te dis: «Non mais attends, moi j'ai fait 6 ans dans une boîte que je considérais être une boîte à la fin vraiment, nulle». Mais là, quand je vois ça, je me dis: «On est 40». Moi, j'étais la plus vieille, donc à l'époque, j'avais que 30 ans. Je me disais: «Attends, mais là, il y a un truc pas ouf qui se passe, c'est pas normal du tout». Mais pareil, on est encore en 2017-2018, donc on est tout début de MeToo, mais tout début, donc impossible. On sait que c'est pas normal, mais en fait, tu arrives pas à te dire, «Ouais, cette appellation-là, c'est ça, quoi. Enfin, pour ça, c'est ça» et heu et il parlait tout le temps de pornographie, il faisait des montages, photos avec des collègues de la boîte, en gangbang et tout, Oh, mais ouais, ouais, c'est ouais. ignoble. Ouais, ouais, ouais. Ouais et puis là, tu te dis toujours: «C'est pas normal» et puis lui, il disait: «Ouais, ça va, c'est de la rigolade, quoi», Ouais, toujours le fameux «c'est de l'humour», pour ouais, justifier le ouais, harcèlement et ouais, le ouais. harcèlement sexuel, bien sûr. C'est ça et puis les gens, ils étaient jeunes et enfin, ils se disaient, puis lui, il leur disait: «C'est comme ça, en fait, la pub. C'est à la fois cool, on peut parler de plein de trucs, en fait, on est entre potes, quoi». Ouais. C'est plus un grand truc entre potes que, voilà et donc ils pensaient que c'était normal, les jeunes, enfin, ouais, les enfin, les jeunes, on n'avait pas non plus une grande différence d'âge, on avait 5 ans d'écart, Ouais, ouais. mais c'était leur premier taf, donc hyper malléable, Ouais, ouais, ouais je vois de ouf. et puis lui, il disait qu'il avait la possibilité de vraiment arrêter ta carrière, parce qu'il connaissait, tout le monde dans la pub et la com. Oui, bien sûr, les Il avait petites menaces, ouais. Et toi, c'est cette expérience spécifique qui a fait que tu t'es dit, dans le monde de la pub et de la com spécifiquement, entre guillemets, «c'est cancérigène» et je veux en parler et donner la voix à d'autres personnes. Tu t'es dit que t'étais forcément pas seule à avoir des choses à partager? Bah, ça, plus après, je me suis mise en free après, parce que je me disais je suis restée 9 mois dans cette boîte et en fait, je me disais, vraiment, j'ai accouché d'un mal-être pas possible, j'ai fait la grosse boîte, très tradi, j'ai fait la petite boîte digitale, en fait, les 2 sont pourris. Non, parce qu'à un moment, tu te demandes si c'est pas juste parce que la première, juste, on est que des chiffres parce que c'est un grand truc. Tu te rends compte que dans les petites, c'est aussi pourri. Donc tu te dis: «Bon, bah, je vais être en free» et donc free, bah, hyper instable. C'est toi qui vas chercher tes clients, Ouais, ouais. enfin voilà, enfin je vais pas faire la définition du free, mais tu te dis: «Je vais me mettre dans une situation un peu instable» parce qu'en fait, eux-mêmes sont pas stables dans les boîtes donc c'est moi qui dois changer ma trajectoire. Je vois grave. Ouais, donc tu vois? Et tu te dis: «Attends, c'est dommage, quoi». Donc tu te mets dans cette situation-là, tu galères un peu, puis à un moment, voilà, tu fais le free qui va bien, le mec te dit: «Bah, tu as trop bien taffé, je te propose un CDI». Là, tu te reposes un peu des questions. Tu dis: «Allez, c'est la stabilité quand même, donc let's go». Tu as un bon salaire, donc c'est ce que j'ai fait dans cette boîte-là et puis en fait, non, mais je l'ai senti en plus au bout de trois secondes que c'était l'enfer. Mais je sais Pourquoi? Quel red flag? les red flags, c'était déjà que les gens qui étaient dans la boîte, donc s'ils étaient à peu près 10, que celui qui avait le plus d'ancienneté, c'était 3 mois. Waouh! Ah oui, tu comprends direct. Turnover Bah de ouais, l'espace, de c'est un red l'espace, flag immense. de ouf et la boîte elle a 6 piges, le plus ce ouais et là tu te dis: «Putain 3 mois, c'est qu'il y a un problème». C'est vrai, c'est qu'il y a un problème et j'ai pas voulu voir. En fait, j'ai fermé les yeux, je me suis dit: «Vas-y, c'est pas grave, tu vois maintenant tu as un peu plus de maturité, j'étais très bien payée, enfin j'étais payée à juste, voilà, à ma juste valeur, mais sauf que quand tu as pas confiance en toi, que tu es une femme et tout, tu te dis en fait, tu es peut-être trop payée pour ce que tu fais et donc tu vas taffer comme un fou et puis, voilà, dans cette ambiance de merde». Et en fait, au fur et à mesure, moi, en fait, pareil, je recommençais à finir super tard et tout et donc burn-out parce que beaucoup de taf et surtout parce que, il y avait un mec, dans cette boîte-là qui, vraiment disait à tout le monde que c'était des merdes et tout, mais frontalement, hein. À cause de lui, il y a des femmes, des jeunes femmes en stage, qui, avaient, mis l'agence sur, liste rouge et tout et en fait
Et puis maltraiter tout le monde, hein. Sauf moi et 2-3 autres personnes, parce qu'ils savaient que c'était pas possible. Ils sont à l'aise, hein. Ouais, ouais, très, très. Bah, il était vachement protégé par le patron. Oui, c'est souvent ça, ouais. Parce qu'il faisait du chiffre, on va dire. Ouais. C'est ça, hein. Et en fait, là, ouais, moi, j'ai commencé à voir que, enfin, j'ai vu direct que ça allait pas, mais c'est juste que, ouais, je me suis dit, allez, c'est pas grave, fais abstraction de ça et tout. En fait, ça me faisait de dingue parce que comme je suis sensible et que je suis empathique et tout, bah, je le ressentais vachement en rentrant le soir, j'étais pas bien. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, en essayant juste d'être dans le déni, bah, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on est en février 2020, quand je commence à aller vraiment pas bien. Crise d'angoisse, boule au ventre, je pleure avant d'y aller. Et puis, attends, tout ça pour dire pourquoi j'ai commencé le compte, on n'a pas fini. La vache. Voilà. Et en gros, C'est hyper intéressant, en vrai, hein. En vrai, moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir au plus profond de la question, c'est la première publication que tu as fait en septembre 2020. C'était pourquoi? Pour qui? C'est quel témoignage? C'était quoi le premier témoignage? Ben non, mais voilà, justement, je fais un burn-out parce qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup de taf et que je suis vraiment pas bien et je suis dans une espèce de dissonance cognitive en mode, putain, genre ce secteur, en fait, je suis pas du tout alignée avec ses valeurs, avec ces gens et tout ça. On est en mars 2020, en plus, quand vraiment je pète, quand tout se pète à l'intérieur de moi. Covid, on est en plein Covid. Ah, on est complètement en plein Covid. Et donc, enfin, dehors, c'est la merde. À l'intérieur de mon corps, c'est la merde. Et en fait, tout explose. Et donc, je finis, complètement alitée. Mais c'était hyper impressionnant parce que j'ai vraiment failli, enfin, à un moment, j'ai très fortement pensé à mettre fin à mes jours parce que je me disais, ce que je ressens dans mon corps est tellement intense et flippant, que la solution la plus simple, c'est de sauter par la fenêtre. Et en fait, quand je me le suis dit je me suis dit d'une manière tellement OK et tranquille, que c'est là où, dans ma tête, je me suis dit: «C'est tellement grave de penser ça de manière, cool, qu'il faut absolument consulter». Et j'ai fini sous médoc, antidépresseurs, et dose de cheval, incapable de sortir, de regarder des films, de lire, de rien du tout, vraiment. Et en fait, là, j'ai vu un sophrologue, j'ai vu une psychiatre. Et donc, j'ai fait un taf de 6 mois sur moi-même. Et après ces 6 mois, j'ai dit à mon sophrologue: «En fait, là, si j'ai bien compris, je peux faire ce que je veux de ma vie et je peux être qui je veux, en fait. Enfin, je peux vraiment renverser le truc. Ce qui m'a renversé, je peux le renverser aussi, si je crois en moi et si je crois au truc». C'est ouf. Et lui, il m'a dit: j'ai créé un monstre», en rigolant. Il m'a dit ça, donc voilà. Et genre 2 semaines après, donc on est en septembre, 6 mois après mon burn-out, je me pose dans mon canapé et je me dis: «Putain, ça y est, il faudrait que je reprenne un boulot». Sauf que j'ai pas envie de ressouffrir comme j'ai pu souffrir. Et en plus, c'est mon secteur, c'est là où j'aime bosser, voilà. Et en fait, comment je vais savoir si la prochaine boîte dans laquelle je vais aller est une boîte pourrie jusqu'à l'os ou en fait si c'est une boîte OK? En fait, comment on sait ça? Bien sûr. Ah oui, oui, c'est clair. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, bah, On n'est jamais sûr tant qu'on y est, en fait, hein. non, exactement. Donc tu peux regarder les avis Google, tu peux avoir un peu de bouche à oreille parce que tu es dans le secteur de milieu depuis longtemps, mais Ça les parlera étudiants. jamais de ton expérience à toi. Exactement. Et les étudiants qui sortent d'école et tout, qui ont pas mon expérience, juste de bouche à oreille, comment ils font? Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment de créer une safe place, justement, un endroit où, en fait, on peut se dire, tiens, là, c'est pas OK, là, et c'est un peu parti de ça. Comme ça, toute seule, sans personne extérieure qui est venue et qui t'a dit: «Anne, je galère avec ça et je sais pas où en parler». C'est ouf! Donc de base, quand tu as créé ce compte Insta, t'avais pas forcément de témoignages sous la main? Rien. C'est ouf! Ah non, rien! Je m'étais juste dit, j'avais même pas trop réfléchi à comment l'appeler. Je voulais prendre Balance ton agence, c'était pris. C'est vraiment un truc trop con, hein. OK. Non, mais vraiment, c'est l'histoire, elle est même pas storytelling un peu naze. Et donc, je dis: «Bah, OK, bah, je mets un Y, ça fait Balance ton agency», OK. ouais, je crois que je réfléchis même pas trop à ça. Et je crée le truc et en fait, je m'abonne à tout le monde. Je m'abonne à tout mon réseau. Enfin, les gens que je connais, les gens de potes, machin. On est 1000, donc moi, je suis 1000 personnes, Ouais. mais 0 personne me suivent. On est jour 1. Mais non! Si. Sauf que tout le monde en parle. Moi, je reçois des textos: «C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tu as vu, il y a balance ton truc?» Il y avait rien encore, rien, aucune publication. Et tout le monde en parlait déjà. Et là, je me suis dit: «Waouh! Ça veut dire que si déjà ça fait parler, bah, déjà, faut que moi je reste anonyme, parce que ça a l'air d'être un vrai sujet». Donc au début, t'étais anonyme? Je OK. suis restée 1 an anonyme. D'accord, OK. Et en fait, après, j'ai décidé de publier un premier témoignage. Enfin, je publiais entendu chez, donc c'était juste sous format post publication Instagram, entendu chez, donc je mettais le nom des agences et c'était ce que j'avais moi entendu dans certaines agences, parce que j'étais quand même passée par quelques agences en free ou pas en free, et c'était des phrases que j'avais entendues. Ça pouvait être autant des phrases racistes, homophobes, sexistes, peu importe, et je les mettais. Et là,
il y a enfin là, je crois que ouais, au bout de 2 jours, là, il y avait déjà 3 ou 4 000 personnes qui suivaient le compte. Après, il y a J'ai un pote dans la com qui a décidé de faire un article dessus. Mais moi, j'étais anonyme et donc du coup, on a fait une interview, enfin par mail où moi, j'ai pas appelé le mec. Enfin vraiment, je voulais pas qu'on entende ma voix. Vraiment, j'avais peur alors qu'il allait pas me reconnaître, mais j'étais hyper flippée. Et en fait, à partir de cet article-là, on s'est passé à 10 000 au bout de 48 heures, puis 20, puis 30, machin. Et en fait, après, en effet, comme j'étais passée par une des boîtes par laquelle j'avais vu le plus de dingueries, j'ai commencé par celle-ci parce que je savais enfin, comme c'était aussi mon expérience, c'était forcément vrai. Et en fait, en publiant mon témoignage en premier, sont arrivés 40 témoignages de cette boîte. Ouais. Waouh! Délire, Mmh. délire. Et là, tu Et te c'est là que dis ça a commencé. et Semaine 1. c'était quoi les représailles pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce premier témoignage? Et on peut élargir la question à c'est quoi les représailles au quotidien pour toi en faisant ce travail-là? Parce qu'aujourd'hui, ben, tu es là pour en parler, donc tu es complètement à visage découvert et complètement assumé par rapport à ce projet-là que tu portes. Enfin, t'es pas la justicière du monde du travail parce qu'on peut pas mettre tout ce poids-là sur tes épaules, mais en tout cas, tu donnes une voix à des personnes qui sont opprimées par parfois des boîtes qui sont puissantes, hein, qui ont du pouvoir, etc., et qui surtout ne veulent pas avoir une mauvaise image. Mais toi, derrière, ça a des conséquences. Est-ce que tu peux nous parler de ces conséquences du début à aujourd'hui? Bah, moi, ce qui m'a super impressionnée, c'est qu'au début, tu as quand même cette impression d'appuyer sur des boutons et il se passe enfin, d'appuyer sur des boutons virtuels et dans la réalité, il se passe des trucs. Enfin, ça bouge des lignes. Ça, c'est hyper, étrange parce que semaine 1, du coup, avec cette histoire, avec cette première agence, cette agence était en train de se faire racheter, mais en fait, ils ne l'avaient pas dit officiellement. Donc c'est-à-dire que je n'étais pas au courant, personne n'était au courant du rachat qui s'effectuait à ce moment-là. Les articles commençaient déjà à être préparés il y avait déjà les photos et tout, mais c'était pas sorti. Et en fait, le rachat a été annulé. Donc on est sur un rachat annulé à 2 millions d'euros, semaine 1. Donc moi, je crée le compte. Une semaine après, j'annule un rachat de boîte. Enfin, on annule parce que sans les témoignages, il se passerait rien. Et là, je me dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai entre les mains? C'est quoi ce truc?» Voilà. Et moi, j'avais super peur. J'étais anonyme, donc Mais ouais, c'est les débuts, donc bah ça a dû ouais, être hyper impressionnant mais pour toi, c'était quoi. horrible. Et en fait, personne n'était au courant. J'ai commencé un peu à le dire à ma mère, qui commençait à flipper, qui se retrouvait à des dîners chez des potes qui parlaient de ça. Ils savaient pas du tout qu'en Et fait, ta mère disait que c'était toi? non, pas du tout, parce qu'elle Ouais. savait qu'elle pouvait pas le dire. Donc Bah elle m'a ouais. dit: «J'ai pas mangé de la soirée, j'étais tétanisée à l'idée de Ah faire une ouais? gaffe». Ouais, je faisais signer des décharges à mes potes. Quoi? Ouais. Ah ouais, t'étais dans un délire De parano, parano de ouais. dingue. J'avais l'impression que c'était Waouh, écrit sur ma tête, c'est ouf. qu'on allait me planter dans la rue. Enfin, j'avais un truc un peu de film, tu vois, C'est ouf. d'action, genre, alors Mais que en même temps, tu te dis que ça peut vite prendre des grosses proportions, donc tu sais pas te ouais. positionner, c'est nouveau, tu connais pas tout ça, hein. Ouais, non, 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 je connais pas. Puis je savais qu'il y avait des filles qui avaient déjà eu des coups de pression juste en saisissant la justice. C'est pas rien de saisir la justice, mais elles avaient eu, tu vois, des patrons de boîte qui étaient venus en bas de chez elles, vitre teintée, qui baissent la vitre et qui font ça. Enfin, tu C'est un vois. système mafieux, ça. Ouais, carrément, carrément. Ces méthodes-là, ouais, ouais, carrément. Donc là, tu te dis bon, elles ont juste eu ça en saisissant la justice, tu vois. C'est alors que tu vois, ce sont des procès qui restent un peu silencieux, on les voit pas forcément. Là, j'ai une visibilité, tu vois, rapidement, le compte prend de l'ampleur. Donc tu te dis mais qu'est-ce que je risque moi? Ouais, j'avais peur d'être sur écoute, enfin des trucs de fou, des trucs de fou. Ouais, ouais. Et, j'avais l'impression, ouais, du jour au lendemain, je suis passée à une vie hyper ouais, d'espèce d'agent secret où en fait les gens, je voulais pas qu'ils sachent que j'étais sous couverture, que c'était moi derrière. Puis moi, j'avais des potes qui m'appelaient par rapport au compte en disant: «Tu as vu ce qu'a sorti Balançon Agency?» Moi, j'avais Je vais ça, tu mourir, sais, c'est c'était vachement fou, drôle, hein. c'était fou. Ouais, cette époque était un peu dingue. Mais c'est quoi les Et les représailles représailles, concrètes, en fait, que tu as de la ouais, part des entreprises depuis le début et même voilà, encore voilà. aujourd'hui? Concrètement, comment, entre guillemets, ils se vengent de l'image que tu salis, hein? Parce que c'est pour ça qu'ils sont pas contents, c'est parce que tu salis leur image, en dénonçant des pratiques et ça les arrange absolument pas, quoi. Ce qui est drôle, c'est un peu comme, avec l'histoire de l'Arcom et Cyril Hanouna, c'est qu'en fait, on dit: «C'est la faute de l'Arcom». Alors je dis: «Bah non, c'est la faute du gars qui a fait de la merde». Et typiquement, moi, c'est pareil, tu vois? Quand on me dit, «En fait, tu as détruit une boîte et tout», je dis: «Bah, en fait, c'est la personne qui a fait de la merde, qui a détruit son propre truc». On te Et fait des reproches comme ça, bien de te sûr, dire que tu es que je détruis des responsable, familles. ah d'accord. Qui te dit ça? Oh bah, des abonnés, il y a eu des enfants aussi, les enfants de certaines personnes que je dénonce. On dit: «À cause de toi, mes parents ont divorcé».
quand je balance des trucs de harcèlement sexuel ou de D'accord. ouais. Et ça, j'avoue que c'est pas facile. Enfin, là, j'ai un peu plus lâché le compte depuis que j'ai ma fille depuis 1 an, mais j'avoue que ça, c'était pas évident de me dire que quand même, tu vois, il y a un côté où t'es là, allez et tout, je rétablis mais en fait, il y a aussi un côté où tu te dis, ouais, il y a des gens qui se retrouvent sur le carreau, il y a des familles qui explosent. Mais ça, c'est des personnes qui sont convaincues d'avoir rien fait ou que leur famille n'a rien fait, ou c'est des personnes qui savent qu'elles ont fait, mais qui quand même sont pas contentes des Les 2, je conséquences? pense. Ouais, les 2, ouais, ouais. Puis en plus, c'est vrai que ce serait mieux si ça se réglerait, si ça se réglait ce serait mieux si ça se réglait, voilà, dans un truc un peu plus légal, dans un cadre un peu plus, cadré, dans un truc un peu plus légal, c'est sûr. Donc voilà. Et du coup, ouais, les Ouais, les représailles, au représailles, final, pardon, ouais, non, mais t'inquiète. putain. Ah ouais, mais ça, Parce que, en c'est pas plus, terrible. non, mais c'est important d'en parler parce que je sais que tu as de très nombreuses attaques en justice, des entreprises dont récemment t'as été relaxé d'un procès, je crois. Du fameux la première agence que j'ai mis sur les réseaux. Et cette agence par laquelle j'étais passée, en effet, j'ai été relaxée sur tous les points. Diffamation, injure publique. Ils avaient aussi dit que c'était moi qui avais fait couler la boîte. Enfin voilà. Et donc ça, j'ai été complètement relaxée. Mais c'est vrai que les représailles, ça va passer surtout par des actions de justice, notamment depuis que je suis plus anonyme. Mais il faut savoir que quand j'étais anonyme, et on pouvait pas m'attaquer nommément. Et donc la première fois qu'on est venu me chercher un peu pour me dire t'as un procès, c'est parce qu'en fait l'attaque a été voilà, le juge a dit effectivement ça peut relever de la diffamation de gens publics, donc ils ont remonté mon adresse IP, et donc j'ai des flics qui sont venus sonner à ma porte et toquer à ma porte comme si j'étais genre à la tête d'un truc de crime organisé, voilà. Et donc ils toquent à ma porte comme des fous. Moi j'ouvre le truc, j'ouvre la porte, je vois 3 flics voilà, qui me disent que c'est donc avec leur carte, bon, comme dans les films quoi. Est-ce que c'est vous, Balance ton agency, on aime bien One Boy Star et tout. Et là tu te dis waouh, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais moi? Qu'à un moment j'ai ça derrière ma porte, que j'ai des huissiers alors ils sont pas venus. Alors en fait, ils devaient venir chez moi et ils sont venus chez d'autres personnes qui ont témoigné. Voilà, parce qu'ils disaient qu'on était de mèche tous les 3, notamment cette boîte où j'ai été complètement relaxée. En fait, ils disaient que c'était un complot entre moi et 2 autres salariés. Et donc, du coup, il y a un juge qui a dit: «OK, des huissiers peuvent venir chez moi et ces 2 personnes-là à 7:00 du matin en même temps pour aller fouiller, toute leur conversation». Et ils sont allés chez ces anciens salariés et en fait, moi, je sais pas pourquoi ils sont pas venus, mais j'étais, inscrite sur le truc, ils devaient venir chez moi et tout fouiller. Et là, tu te dis: «Mais je comprends pas, c'est le monde à l'envers». Moi, je dénonce, enfin, je parle, j'ai quand même plein de gens qui sont venus témoigner. On parle de choses, de faits graves et en fait, c'est moi, on vient fouiller mes affaires. C'est C'est incroyable. ça, en fait, qui est injuste. Mais tu le vis comment ça, en fait, toute cette violence au quotidien de te dire: «OK, certes, c'est cool, j'aide les gens, mais à un moment donné, enfin, je suis pas non plus, la justicière, je suis pas Supergirl, j'ai une famille, j'ai 2 épaules comme tout le monde, ma charge mentale, elle a ses limites». Enfin, j'imagine, tu dois peut-être te sentir aussi très seule face à, parce que finalement, tu vois, tu as une communauté énorme Ouais. qui, je pense, te soutient, Ouais, ouais. mais finalement, au tribunal, tu es toute seule. Bon, certes, tu as des gens qui viennent, mais la responsabilité pénale, elle est pas auprès de ton audience, elle est auprès de toi. C'est une charge terrible quand même. C'est ça qui est le plus dur, je dirais, et c'est surtout quand j'ai besoin de témoignages non anonymes, parce qu'en fait, moi, enfin, quand les gens m'écrivent, voilà, ce sont des gens avec des vrais comptes. J'ai quand même des informations qui prouvent que, voilà, ils sont passés par la boîte et tout, hein, mais que je garde pour moi, c'est des informations confidentielles. Et en fait, derrière, ces gens après ont peur de témoigner visage découvert ou en tout cas de faire un témoignage signé, etc. Et donc c'est là où je peux me retrouver sans témoignage moi face à la justice et je dois un peu ramer pour dire bah non, voilà, enfin moi je protège mes sources, mais je suis pas journaliste, je suis pas lanceuse d'alerte, donc j'ai pas vraiment de protection juridique, c'est un peu compliqué. Mais c'est là où parfois, ouais, je regrette parce que, mais je les comprends, hein, en même temps. Mais je regrette parce que je me dis, bah, là, si j'avais 2-3 témoignages écrits, ben, voilà, je me sentirais moins seule pour essayer de défendre ce mouvement-là, quoi. Mais c'est quoi qui te donne envie de continuer malgré toutes ces attaques que tu reçois de la part de ces entreprises et la violence? T'as les flics qui viennent, t'as des procès. Pourquoi tu continues aujourd'hui? Parce qu'en soi, je pense, ça te rapporte pas forcément même pas d'argent. Enfin, ça te coûte même de l'argent. Voilà. Pourquoi tu continues ça? Non, mais parce que là, quand même, la première fois, quand j'ai eu ce 1er procès et quand j'ai eu besoin d'une certaine somme pour payer mes avocats, en 48 heures, j'ai eu la somme par les abonnés. Donc, je me suis dit: «Bah, c'est bien. En fait, on peut continuer si on m'aide et tout, il y a pas de Mais sujet». pourquoi continuer après tout? Parce que, enfin, il y a quand même une grosse charge mentale qui est entraînée. C'est quoi le why, les émotions, l'envie, c'est pourquoi? Bah, alors moi, ouais, voilà, en fait, c'est plus financier, moi, que le reste, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le reste, c'est ça qui m'anime. Quand pendant 10-15 ans, tu fais un métier où il y a aucun sens, tu vois?
ça te rapporte. Alors au début, ça me rapportait pas d'argent, hein, je disais, mais enfin à un moment donné, ça t'en rapporte. Mais en fait, tu fais un burn-out parce que tu te dis mais pourquoi je fais ça? En fait, à quel moment je finis à 3 heures du mat pour vendre des aspirateurs? Voilà. Et là, finir à 3 heures du mat pour aider des gens, pour voilà essayer de changer un peu le monde du travail et tout, hyper ok. Si moi en fait derrière je perds pas d'argent et que on m'aide financièrement, voilà, moi je peux le faire toute ma vie. Voilà. Sauf que en plus de l'argent qu'on nous donne pour rembourser les procès, bah en fait c'est sûr qu'il faudrait aussi que ça me fasse vivre parce que c'est pas du tout le cas. Mmh. Voilà. Et c'est là où est la limite en fait. Et donc moi à un moment j'avais lancé ma boîte, donc je pouvais faire les deux. Et puis en fait, voilà, quand après tu bosses dans d'autres sociétés et que tu as ce compte-là à côté, non, tu peux pas gérer les 2 parce qu'en fait, c'est l'un et l'autre sont très énergivores et puis parce que, bah, les boîtes maintenant qu'il y a mon nom associé à ce compte-là, bon, c'est vrai pour elles, c'est aussi compliqué de se dire: «Bah, tiens, on va l'embaucher alors qu'elle milite pour le bien-être au travail». Les entreprises sont absolument pas toutes parfaites et c'est totalement normal, mais d'emblée, elles vont se dire: «C'est peut-être un peu dangereux de la prendre». Mmh. Voilà. Et moi, j'ai été face à ça aussi, c'était très compliqué pour moi. Ouais, ouais, je vois complètement. Il y a une question qui doit être aussi assez compliquée, que tu dois recevoir énormément et ça fait partie, à mon avis, de toute cette charge mentale, de toutes ces attaques. C'est, tu jettes des entreprises en pâture gratuitement, t'es pas journaliste. Heu, Qu'est-ce qui te fait dire finalement qu'ils sont réellement coupables de ce qu'ils font? Est-ce que tu peux nous expliquer, ton travail justement peut-être d'investigation ou pas, hein? Parce que voilà, il y a aussi ce truc de dire: «Je crois la victime» et c'est complètement OK. Ça se passe comment? Moi, je te contacte, je te dis: «Voilà, j'ai vécu, telle crapulerie dans telle agence». Ouais. C'est quoi l'intermédiaire entre le moment où tu reçois le témoignage et j'appuie sur le bouton publier sur Insta? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ce qui se passe, c'est que déjà, comme moi, j'ai fait 10-15 ans dans ce milieu, en free et en salarié, je sais, en fait. Enfin, c'est un petit milieu, donc je sais où ça se passe bien, où ça se passe mal, voilà. Donc déjà, ce qui m'a quand même aussi beaucoup aidé au début, c'est ça. Ça, c'est certain. Ensuite, moi, je demande toujours, donc quand il y a quelqu'un qui vient me parler d'un cas dans une entreprise, je demande à ce qu'il y ait au moins 5 témoignages sur cette entreprise D'accord. pour que je parte pas d'une personne qui a un ressenti ou parce qu'on peut tous avoir à un moment des mauvaises expériences mais qui n'ont quand même pas lieu de se retrouver sur des comptes comme ça. Donc je demande à ce qu'il y ait plusieurs témoignages. Puis genre 4 autres personnes, voilà, 5 personnes en tout pour en parler. Et ensuite, je leur demande parfois leur contrat de travail, je regarde sur LinkedIn si ces personnes sont bien passées par les agences, voilà. Et en fait, après ça, en effet, je publie, quand j'ai assez d'informations, à mon sens pour publier. Parce que c'est vrai que, voilà, moi, c'est beaucoup trop de comment dire? De responsabilité que de jeter comme tu dis, une entreprise en pâture, juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas, quelque chose qui serait, pas vérifiable, parce que c'est vrai que le harcèlement moral et sexuel, c'est quand même difficile de le prouver. Ça reste des choses orales, voilà. Même on m'a touché les fesses, ça reste des choses, personne à ce moment-là a la photo pour me dire que enfin voilà, pour prouver que c'est vrai. C'est très compliqué. Et donc forcément, voilà, je demande, Ça prend un temps incroyable aussi ça. ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, ça prend du temps. Mais on est obligé parce que sinon on se retrouve dans des situations, trop compliquées et face à la justice, si vraiment Bien on dit: sûr, «Ah bah non, moi je faut sais que tu te pas, protèges. j'ai appuyé sur un bouton, j'ai publié, j'ai pas checké, j'ai pas assez parlé aux gens, j'ai pas assez de témoignages», ça marche pas. Mais du coup, qu'est-ce que tu répondrais toi aux gens qui peuvent te dire: «Tu te substitues à la justice et tu ne respectes pas la présomption d'innocence»? Ouais. Alors j'adore ces gens-là, Ouais, c'est mes préférés. moi ça m'épuise, mais vas-y du coup. Qu'est-ce que je réponds? Bah, je dis qu'aujourd'hui, en effet, Balance ton agency, c'est la suite de MeToo. Voilà. MeToo, 2017, fin 2017, début 2018, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a changé quand même des mentalités, ça a changé des façons de penser, des façons de voir les choses. Ça s'est même parfois souvent fini au tribunal, hein. Harvey Weinstein aujourd'hui, c'est quand même un des premiers, qui a été visé et qui est aujourd'hui en prison. En fait, on se substitue pas à la justice, c'est juste qu'aujourd'hui, ça nous fait pas vraiment plaisir de le faire de cette manière-là, d'utiliser cette méthode-là. Mais quand on n'a pas le choix, quand on dit que ce qui existe et ce qui est mis en place, donc les institutions comme la justice, voilà, les commissariats, je sais pas, le CSE, la médecine du travail, tout ça, ça existe. Mais si on en est là, c'est parce que ça fonctionne pas. Il y a des limites à ça. Voilà. Et donc nous, on aimerait bien qu'en fait ce système change pour qu'on n'ait pas à faire ça, parce qu'on prend des risques, parce que comme tu dis, voilà, on peut aussi faire un burn-out militant, on peut avoir des représailles qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que la justice, effectivement, soit moins débordée déjà, qu'il y ait plus d'effectifs, qu'on ait plus de moyens aussi, peut-être de la saisir et qu'elle parte aussi, enfin que c'est sa façon de penser aussi et de croire les victimes évolue.
C'est-à-dire que, aujourd'hui, enfin, il y a encore quelques temps, il fallait que, le nom, voilà, pour le consentement, le nom soit écrit noir sur blanc, pour qu'on se dise: «OK, on prend en compte que la personne a dit non». Alors qu'en fait, quand on a quelqu'un, je sais pas, quand on est sous emprise, financière, c'est-à-dire que quand on a un patron qui nous dit: «Est-ce que tu viens boire un verre chez moi après le boulot?» Ouais, et si on dit non, on sait très, très bien qu'après, soit il nous faut au placard, soit il nous fait la gueule, il nous parle plus. Voilà, et donc nous, notre stratégie d'évitement, c'est: «Non, ce soir je peux pas», voilà, et jusqu'à quand? Voilà, et donc nous, on n'écrit jamais non, juste on essaye de prendre des chemins différents, et en fait, c'est toutes ces techniques-là qu'on utilise déjà aussi en tant que femme, pour éviter en fait de se retrouver, sur le carreau, sans boulot et tout. Donc heureusement que la justice évolue sur ces sujets, hein. Aujourd'hui, elle prend pas juste en compte le non, voilà, parce qu'aussi il y a eu MeToo, parce que, elle parle plus du postulat qu'il faut croire, qu'il y a eu une libération de la parole, il faut croire les femmes parce que en fait, voilà, ça fait des années qu'on est victime d'inégalités sous toutes ses formes. Et donc moi, j'ai eu par exemple en effet dans un procès, le procureur de la République là qui s'est levé et qui à un moment a dit: «Monsieur et madame les juges, j'aimerais que vous preniez en considération la libération de la parole et le mouvement MeToo, qui a bien fait évoluer les mentalités». Voilà, c'est ça. Dans ces institutions-là, d'entendre ça, c'est quand même super agréable parce qu'on se dit, C'est fort, c'est très fort, et c'est un moi j'étais symbole. super fière. Enfin, pas super fière de moi, super fière en fait, de ces femmes qui, en fait, à un moment se sont dit: «On va s'emparer du mouvement et on va en faire quelque chose». Voilà, parce que c'est souvent des femmes qui le font. De Sandra Muller qui a été à l'initiative de Balance ton porc, de toutes ces femmes qu'on invisibilise souvent, même de Sandrine Rousseau en politique, et cetera. Ces femmes en plus qui se prennent mais des backlash H24. Bien sûr. Voilà. Donc moi je suis fière d'elles, et en fait je suis fière aussi de toutes ces personnes qui ont le courage de dénoncer ces choses-là. Ouais, on en a besoin, c'est d'utilité publique. Tu as parlé d'un terme hyper intéressant tout à l'heure, c'est le burn-out militant. Ouais. Tu en as déjà fait? J'étais à la limite parce que, en fait, tu arrives pas à faire la différence et tu arrives pas à vraiment mettre une ligne entre, ben, tiens, là, c'est parce que pour moi, c'est pas du travail et c'est ça qui est dangereux. Alors que ça en est. Enfin, c'est Tu as investi énergivore, énormément de temps et d'énergie. énormément. C'était quasiment 9-10 heures par jour, et puis, Et t'es maman, enfin, t'as ta vie, ouais, alors depuis que je suis voilà. maman, j'ai quand même bien, freiné, parce que en fait, niveau déjà émotions, et mes émotions sont décuplées, tout ça, donc je peux pas à la fois m'occuper de ma fille et puis lire des choses atroces. Maintenant, ça me touche beaucoup, surtout que j'ai une fille. Donc voilà, me dire qu'à un moment elle va être victime de ça et tout parce que c'est comme ça, moi déjà ça me rend malade. Donc voilà. Et comment dire? Et ouais, non, c'est sûr que le burn-out militant, bah en fait, on peut vite y arriver parce qu'on n'arrive pas à se mettre des limites et parce qu'on a toujours ce truc de voilà, on a envie d'aider, de faire avancer, le monde, les choses, Bien sûr. au moins la France, pour commencer, le monde du travail, voilà, au global. Mais c'est vrai qu'on se crame à faire ça, et puis moi, ça m'a coûté aussi dans mes amitiés, évidemment. Pourquoi? Évidemment. Bah, parce qu'en fait, on commence à prendre des positions qui sont assez fortes sur certains sujets. Le féminisme aussi, effectivement, moi enfin, c'est bizarre à dire, mais ou je sais pas, mais en tout cas, moi avant ça, j'étais pas forcément féministe. Moi, j'étais même une pick me, quoi. J'avais ma bande de C'est mecs. quoi? Une Rappelle-nous. pick me, c'est, j'avais ma bande de mecs, potes, voilà, parce que j'ai toujours et puis j'étais fière, en fait, d'être toujours la seule meuf parmi ces mecs-là. Voilà, ouais, j'étais ça, quoi. Et puis, ouais, les féministes, j'ai trouvé chiantes. OK. Mais en quoi, du coup, balance ton agen 1, 2, 3. En quoi balance ton agency t'a amené à être plus féministe? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as vu qui t'a fait changer de point de vue? En fait, malgré moi, mais tant mieux, même si, bah, parce qu'en fait, à un moment, quand on reçoit que des témoignages de femmes, en fait, quand on comprend, C'est le cas? Majoritairement? déjà, il y a 80% de femmes qui suivent le compte. C'est ouf. Ouais, Comment donc t'expliques ça? bah, j'explique parce que déjà dans ce milieu-là, c'est un milieu très féminin. La com, la pub? Ouais, la com, la pub, c'est en fait, à la tête de ces boîtes-là, c'est des mecs, principalement. Et ils embauchent majoritairement, du coup, des meufs? Bah, en fait, les meufs, elles se retrouvent déjà à l'école, dans les écoles de com pub, on est déjà en majorité un peu comme dans les classes L, quoi. On est en littéraire, quoi. C'est la même, c'est un peu le même, et en fait, c'est un milieu très féminin, voilà. Mais sauf qu'on le ressent pas toujours parce que à la tête de ces boîtes-là, c'est que des mecs. Donc c'est ça, et qui ont en tout cas des postes de directeur de création, ou de voilà, qui sont patrons des boîtes, c'est des mecs. Voilà, et donc en majorité, ben, en fait, quand on fait redescendre un management toxique, bah, c'est forcément sur les femmes, hein, qui sont généralement en dessous. En fait, harcèlement moral, hommes et femmes sont à peu près à égalité, victimes, sauf que les hommes vont moins parler Mmh. parce qu'ils ont plus honte d'être victimes, en fait, de harcèlement moral. Et puis parce que, en fait, voilà, comme on sait, on dit toujours aux hommes aussi enfin, voilà, de pas être faible, et cetera. Il y a tout un truc intégré là-dessus. Donc pour eux, vraiment, c'est un aveu de faiblesse que de dire: «J'ai été victime de».
dans ce cas-là. Après, harcèlement sexuel, on a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes. Voilà, on est sur un chiffre qui dépasse les 90%. Donc forcément, voilà, quand on a un milieu très féminin, des victimes beaucoup plus féminines aussi, et puis parce que je vais avoir discrimination liée à la maternité, donc c'est des femmes qui ont eu des enfants et en fait après qui ont leur carrière qui est modifiée par rapport à ça. Je vais avoir harcèlement sexuel, agression sexuelle, c'est les femmes. Donc forcément, tout ça combiné fait que je me suis retrouvée beaucoup plus avec des femmes. Et puis quand je vois, et puis en fait moi j'ai réfléchi aussi à tout ce que j'ai pu voir, à comment en fait j'ai intégré ça. Tu vois, dans une entreprise, à un moment il y avait dans un bureau un mec, et puis c'était des bureaux transparents. Et en fait un mec qui avait des photos de femmes à poil dans tout son bureau, puis lui il disait que c'était de l'art. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et puis nous on se disait, c'est de l'art. Bon, on savait pas trop ce que c'était, mais en tout cas on mettait toutes un col roulé. Mais ça c'est en parlant qu'on s'est rendu compte de ça, parce que c'était vraiment très inconscient. En fait, quand on allait dans son bureau, on était trop mal à l'aise, Mais c'est sans normal. savoir vraiment Ouais. pourquoi. Et voilà. Et en fait, on se mettait pas en décolleté, on se mettait en col roulé, on se cachait au max parce qu'en fait, ils nous mettaient trop mal à l'aise. Et en fait, ça a un nom, ça s'appelle du harcèlement sexuel d'ambiance. C'est-à-dire, c'est une ambiance sexuelle, en fait. Tout comme moi, j'avais l'exemple d'un patron qui avait au-dessus de lui un tableau avec une scène porno. Un patron d'agence très connu. Et en fait, on n'ose pas demander, quand on est une femme, elle est là et dire, voilà, je peux avoir mon augmente, ou alors j'ai été victime d'agression sexuelle avec ça au-dessus. Enfin, je veux dire, et en fait, eux, ils font passer ça pour de l'art alors que c'est du harcèlement sexuel d'ambiance. Et donc, tout ça, c'était pratique de pouvoir mettre des mots dessus et de se dire, bah, tiens, comment je nomme les choses? Ah ouais, ça c'est pas ok, ça c'est machin. Ah bah, tiens, j'oserais pas prendre l'ascenseur avec lui. Enfin, ça a commencé à sortir. Et en fait, c'était super inconscient, et ça l'a été pour moi et pour plein de femmes. Et moi, je me souviens même une fois, il y a un mec, il y a une femme qui pleure en réunion, et le mec lui dit, bah, t'as tes règles ou quoi? Et moi, je me souviens, à ce moment-là, je savais que c'était pas normal, ça m'avait choquée. Les mecs ont rigolé. En fait, je me suis pas dit, mais je savais pas comment ça s'appelait. Ça, c'est du sexisme. Impossible de savoir ça en 2016. Enfin, je sais pas, ça paraît trop bizarre, mais ça l'a été. Voilà, donc effectivement, on est Sur le coup, t'es en état de sidération. en état de sidération totale. Et en fait, voilà, nous, on avait beaucoup plus de commentaires comme ça, sur comment on est habillé, sur machin. Et puis, on était moins bien payés. Enfin, voilà, en fait, on est victime de trop d'injustices, en fait, en tant que femme, que ce soit dans la pub ou ailleurs, parce que c'est systémique, hein, c'est dans tous les secteurs. Et forcément, c'est pour ça que je vais avoir beaucoup plus de femmes ou de témoignages de femmes. Et donc, j'ai été féministe un peu malgré moi, parce qu'en voyant ça, bah, j'ai été super énervée de dire ces injustices-là. Et ouais, j'ai commencé à me dire: «Attends, mais tiens, en fait, est-ce qu'on se battrait pas aussi pour, nos droits? Est-ce qu'en fait, il y a pas un problème bien plus profond que ça?» Et en fait, ouais, c'est là où j'ai compris le féminisme, c'est là où j'ai compris, où j'ai appris plein de choses, ouais. Donc c'était super intéressant. Incroyable. Putain, c'est ouf, hein, de se dire que vraiment, même toi, ça t'a fait du coup évoluer personnellement. Donc, c'est De bord trop, politique aussi. C'est vrai? Ah complètement. T'es passé d'où à d'où? Alors, Si tu veux pas, OK. de centriste à gauche. OK. Mais t'arrives à l'expliquer, du coup? C'est ça. T'arrives à expliquer le cheminement lié à Balance ton agency? Bah, ouais, complètement. Bah, parce que, à un moment, on se dit, tous ces sujets-là, ils sont quand même beaucoup plus portés par la gauche aussi. Les sujets de bien-être au travail? Les sujets de bien-être au travail, notamment, ou d'inégalité, de justice sociale, ouais, c'est bien plus porté par la gauche. Hyper intéressant. OK, non mais je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point de base t'étais une personne avant et à quel point t'es une personne après, et que du coup de voir la souffrance des gens et les inégalités, d'être vraiment face à tout type de personnes, ça t'a fait réfléchir différemment, parce que du coup en fait au final, Balance ton agency, c'est une micro-société. T'as tout type de personnes qui viennent sur des problèmes qui parfois peut-être aussi se ressemblent. Moi, c'est ça qui va m'intéresser, c'est peut-être que tu nous expliques le témoignage classique, celui qui revient le plus souvent, un petit peu le persona, le profil type. C'est quoi que tu revois et que tu fais, ah bah oui, ça j'en ai déjà eu 150 fois et c'est toujours pareil, quoi. Ben, ça va être, le manager toxique. Ça va être, le manager qui, comment je pourrais en fait, ça va être l'entreprise, voilà, qui protège un mec ou une femme, qui, en fait, est super toxique pour les gens d'en dessous, mais pas pour la boîte. Enfin, en tout cas, si, parce que les gens partent de la boîte, mais en gros, comme il fait du business, voilà, la boîte le garde et en fait, tous les gens partent. Tous les gens qui sont victimes de cette personne-là s'en vont, mais lui, il reste. Voilà, et ça, on en connaît.
Bien sûr. En fait, voilà. Et en fait, au début, on se dit, en fait, c'est un peu comme en couple, on pense qu'on peut aller changer la personne, on pense voilà. Et en fait, on voit bien qu'à un moment, on peut pas, quand on remonte le problème, il y a rien qui change. Eux, ils sont bien contents de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui va être pas du tout empathique, qui va avoir zéro émotion, donc voilà, très capable de pas dormir, de travailler comme un fou et tout, pour la boîte, de se donner 100% pour la boîte, mais de faire partir des gens parce que en fait, il sait pas du tout manager. Et moi, c'est ça le problème que je rencontre le plus souvent, c'est des managers qui savent pas manager. Parce qu'en plus, il y a une personne, pardon, je vais dans les chiffres, c'était Cali Social et Ipsos, c'était une enquête qui avait été menée en 2022 dans les chiffres, il y a une personne sur 3, un manager sur 3 qui n'est pas conscient du fait qu'il ou elle harcèle. C'est ouf. C'est un délire, c'est un délire. Et pour aller toujours dans les chiffres, parce qu'il y en a pas mal sur le sujet, 44% de salariés en situation de détresse psychologique, la moitié des salariés en France qui ne quittent pas leur travail, mais qui quittent leur manager. Donc en fait, il y a vraiment des choses des questions vraiment à se poser sur le côté systémique du management toxique et surtout les ravages de ça. Moi, je me pose vraiment une question et je pense que ça sera l'avant-dernière parce qu'après, on va finir par des conseils, ça sera trop cool. Okay. Ils attendent quoi de toi? Ils attendent quoi d'Insta? Ils attendent quoi de l'opinion publique? Les gens qui te contactent. C'est quoi ils veulent quoi? Est-ce que tu arrives à le comprendre? Est-ce que tu en discutes parfois avec eux de dire mais pourquoi est-ce que vous voulez que j'affiche entre guillemets votre ex-employeur? En fait, je pense qu'au départ, il y a une volonté de réparation. C'est comme la justice, en fait, quand on dit vous avez été victime. En fait, on s'en fout, en général, hein, vraiment d'avoir 10 cas, 20 cas. En fait, c'est juste être reconnu victime. Et ça permet d'avancer, en fait, vraiment. Et je pense que quand leur témoignage est publié, c'est une forme aussi de thérapie. En fait, déjà, il y a un moment où tu l'écris, donc ça, c'est quand même mettre les mots sur ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu et tout, c'est quand même quelque chose. Le moment où c'est publié, le moment où tu vois qu'en fait, il y en a plein comme toi, parce que soit t'es à l'initiative du premier témoignage, soit tu suis d'autres témoignages. Et donc, en lisant les autres, c'est aussi une forme de thérapie de lecture, quoi. Tu te dis, en fait, je suis pas seule, c'est pas moi le problème. Et ça, en fait, c'est enfin, c'est incroyable, quoi. De se sentir moins seul. De se sentir moins seul. Et puis, moi, à chaque fois, voilà, au bout des témoignages, ils m'écrivent, c'était pas moi. Et ça fait tellement du bien de savoir que c'est pas moi le problème. Ouais, mais ça apporte énormément humainement et ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi dans la reconstruction parce que on parle de destruction des personnes qui finissent en dépression liées au mal-être au travail, à de la maltraitance. Donc c'est pour ça, mille merci, ton action est vraiment essentielle pour donner une voix. Ouais, mais ils te font confiance. Mais ils te font confiance, mais derrière toi, tu accueilles cette confiance et tu la transformes et t'en fais quelque chose. Et en fait, ces gens-là, tu leur redonnes une dignité, tu leur donnes une considération. Et merci parce que c'est vraiment hyper, hyper, hyper important, vraiment. Et si tu aurais des conseils à donner à des gens qui nous écoutent, que ça soit salariés ou entrepreneurs d'ailleurs, qui sont maltraités dans leur relation de travail, ça serait quoi? Partez. J'adore. Merci Anne, c'était un moment incroyable. Allez. Très belle soirée à toi. Non mais en fait, pardon, mais c'est comme si tu dis ouais, je suis dans une relation toxique avec un mec, avec une meuf, je fais quoi? Non, mais je suis d'accord. Mais tu vas t'épuiser à vouloir changer la personne. Tu vas t'épuiser à vouloir changer la boîte. L'ADN est comme ça, la personne est comme ça. En fait, casse-toi. Ouais. Tu trouveras pas, Mais tu connais ce que disent les gens. Ouais, mais c'est pas si facile. Oui, mais on quitte quelque chose et peut-être qu'on va trouver pire ailleurs. Il y a plein d'objections, il y a plein de barrières mentales et au final, tu restes dans ton enfer indéfiniment par peur d'avoir un enfer pire. Oui, parce que tu le connais en fait cet enfer, donc c'est une sorte de confort. Mais d'un autre côté, en fait, il y a parfois aussi il y a des phrases en fait aussi un peu, comment on appelle ça, des phrases qui vont marquer ou qui vont sonner un peu l'alerte et des phrases décisives un peu. Et moi j'aime bien être très claire et très cash parce que je me dis bon, en fait, j'en ai vu tellement que peut-être que si je lui dis ouais pars. La personne, elle va peut-être plus réfléchir à ça. Moi, je sais que quand j'étais pas bien, moi, tous mes potes me disaient « pars » et je partais pas. C'est mon burn-out qui m'a fait partir. En fait, c'est mon corps. Pourquoi tu partais pas? Pas pour les mêmes raisons. C'était attends, je vais être dans la merde après. Moi, je peux pas démissionner. Comment est-ce que, je veux dire, j'ai un loyer à payer. Enfin, il y a vraiment des réalités. Et puis il y a des mères célibataires qui se disent, même qui ont un certain âge, et qui se disent je trouverai plus de taf. Et tu te sens emprisonné en fait. Tu l'es. En fait, tu l'es parce que aujourd'hui, en fait, on a des protections salariales qui sont incroyables. Et ça, je le nierai pas. On s'est battu pour ça et c'est fou.
Et en même temps, ces protections salariales-là, elles nous enferment. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, pour licencier quelqu'un, donc c'est génial, on est protégé et tout, c'est top. Mais en fait, du coup, pour licencier quelqu'un, la seule façon de le faire, c'est qu'il y ait une faute grave, et donc de pousser la personne au burn-out ou au bore-out. Donc le bore-out, c'est quand on n'a pas de travail, et le burn-out, c'est quand on en a trop. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces situations-là, en fait. C'est parce que ces protections salariales, elles ont aussi des limites, même si elles ont des avantages incroyables. C'est que les limites, c'est ça. C'est qu'en fait, on est dans une relation, en fait, où on est, partir, c'est un vrai truc, quoi. C'est un vrai, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut partir d'une boîte, quoi. Et en fait, ça va dans les deux sens. Donc, en général, on essaye d'avoir une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage et tout. Voilà, parfois, même moi, je suis obligée d'inviter les gens à se mettre en arrêt maladie, pour pouvoir toujours, pour pas en fait, se cramer. Bien sûr. Parce qu'on peut en mourir, hein, quand même. Le burn-out, en plus, on est champion du burn-out en Europe, en France. Je veux dire, c'est un sujet. Et c'est peut-être aussi corrélé à ça. Donc, voilà. Comment on fait? On se met en arrêt. Et en fait, comme ça, on touche toujours les indemnités. Et en même temps, on tue pas notre santé, même si quand même, quand on est en arrêt, on est toujours en culpabilité, on n'arrive pas du tout à décrocher et tout. La société n'aide pas sur ça. Non, pas du tout, pas du tout. Comment on dit? On flagelle les gens en arrêt autant que les gens au chômage. Comme on dit que c'est des Mais oui. profiteurs, des faibles. Mais C'est bien terrible. sûr. Hein. Mais moi, j'adorerais dire, mais attends, si t'es pas bien, si tu vis une situation pas OK, écris à la médecine du travail, va voir le RH, voilà, ou le CSE, tout ce qui est mis en place, en fait, pour te protéger. Mais ça marche pas. En fait, ces instances-là ne marchent pas. Elles ont trop de limites, en fait. Voilà. Donc, je peux pas. Et donc, là, voilà, si ça change pas, moi, en fait, la seule solution que je peux proposer, c'est de se protéger. Et se protéger, c'est, quand on a les moyens de le faire, c'est compliqué, mais c'est démissionner, mais c'est vraiment que quand on a les moyens de le faire, il n'y a pas beaucoup qui le peuvent. Ou alors, c'est se mettre en arrêt, jusqu'à ce qu'à un moment, l'employeur dise, trop compliqué cette situation, on arrête, quoi. J'adore. Voilà, c'est ça. On finit sur des conseils poignants. Ah, c'est des conseils, et vraiment, c'est à l'image de ton compte, parce que non, mais c'est des conseils qui sont factuels et en fait qui sont réalistes, parce que effectivement, on peut pas non plus se permettre. La vie est assez compliquée comme ça, de passer de 9h à je sais pas quelle heure, parce que bon, parfois et souvent dans la com et dans la pub, on finit pas à 17h. Maintenant, mais toujours pas 17h, mais plutôt maintenant qu'avant. Ruiner sa santé mentale avec des gens qui nous traitent mal. Et heureusement, la Gen Z, d'ailleurs, elle a de plus en plus conscience de sa valeur. Vraiment. Et voilà, ils viennent basculer ça. Mais mille merci pour tout ce que tu apportes. En fait, de rafraîchissement mental à toutes les personnes qui te contactent, à toutes les personnes aussi qui te lisent et qui en fait se sentent moins seules, se disent qu'en fait elles ont une voix, qu'elles sont pas de la merde, qu'elles sont pas faibles, qu'elles sont pas fragiles ou trop sensibles ou trop je ne sais quoi, et qu'en fait juste leur souffrance elle est légitime et que toute émotion est légitime. Merci, vraiment merci. Et je sais à quel point c'est aussi une charge pour toi, et voilà, que tu le fais avec beaucoup d'altruisme vu que ça ne te rapporte pas une thune. Voilà, donc l'humain fait du bien et voilà, tu l'incarnes très très bien. C'est super gentil. C'est sincère, vraiment. De le dire, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, voilà, il y a aussi cette pensée-là de voilà, t'as ça sur tes épaules et tout, et en même temps, j'ai quand même envie de dire que ça m'a apporté. Je parle moins en présent parce que je l'ai un peu mis de côté ces dernières semaines, mais que ça m'a quand même aussi beaucoup nourri, si c'est même autrement que financièrement, parce que ça m'a apporté des rencontres incroyables. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment pas pour. Mais ça m'a vraiment alors déjà, ça a changé toute ma vie. Et tant mieux en fait. Voilà, même si en fait à côté il y a vraiment des désavantages, il y a quand même des avantages qui pour moi le valent. Enfin, si c'était à refaire, je le referais, même avec tous ces procès et tout. Voilà, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait des conférences dans des écoles, j'ai rencontré des étudiants, des étudiantes, et ils sont sensibilisés sur ce sujet. Il faudrait même pour moi que ce soit dans les écoles en amont, en fait, qu'on sache un peu nos droits, parce qu'on arrive là, en fait, eux, voilà, les patrons de boîte et les patronnes de boîte, ils savent très bien quel est le droit du travail. Nous, on n'y connaît rien, voilà. Donc on arrive là, on n'est pas du tout, je dis armé parce que c'est vraiment le mot, et même si c'est triste à dire, mais voilà, il faudrait qu'il y ait ça dans les écoles. En fait, moi, c'est changer ces lignes-là pour qu'il y ait d'autres après qui prennent le flambeau, parce que moi, j'ai quand même pris le flambeau aussi à la base d'un mouvement qui existe. En fait, c'est juste tous on continue de faire un truc qui existe déjà, et puis n'importe qui aurait pu le faire en fait, ce truc-là. En l'occurrence, c'est toi qui l'as fait, et voilà, faut aussi reconnaître ça, et voilà, powerful de ouf. Ouais, mais en fait,
toute seule, ça aurait pas fait Bien grand-chose sûr. parce que ça fait du bruit grâce à toi qui me donne de la visibilité, à ton matériel, à toi qui est là aussi et qui non mais c'est vrai. Élodie Thomis au cadrage. Non, mais c'est vrai. Ça existe aussi grâce voilà aux gens qui y croient, qui visibilisent, qui témoignent, qui tout ça fait que ça C'est une existe. unité. Non mais vraiment. Mais tu fais très bien de le rappeler. Moi, il y a une carte Yu-Gi-Oh que j'adore qui s'appelle l'union fait la force. Voilà, tu vois. Et ça symbolise bien ce que tu dis. On a tous un rôle à jouer. Et on va finir sur cette idée forte. Merci de l'avoir partagée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça s'appelle Check le média. Ça te va si on se fait un check de fin? Carrément. Trop bien.